c'est un camion qui plaît aux mamans de TikTok. Mais en fait, moi, je trouve qu'il s'éloigne de plus en plus d'une formule qui est simple et gagnante, à mon avis, qui est vraiment un F-150 version VUS. Puis c'est de moins en moins ça qu'on retrouve. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau Ford Expedition 2025. Et oui, si vous êtes à l'affût des épisodes, c'est un modèle que je vous ai montré des spy shots qu'on appelle des photos espions. Et on a déjà eu une bonne idée du design grâce un peu à cet épisode-là. Puis je vous en parle en détail. Puis beaucoup des prédictions que j'ai analysées sur les photos se sont réalisées. Pour 2025, nouveau modèle, refait de l'extérieur à l'intérieur, mais il semble que le reste, je pourrais dire, la plateforme, le moteur, ces choses-là, n'ont pas beaucoup changé. Fait que de ce côté-là, on n'a pas vraiment plus d'espace ou vraiment un nouveau moteur carrément avec une nouvelle transmission. C'est plus, on a gardé vraiment le solage de la maison, puis on a refait la maison complet, à mon avis, à moi. Fait on y va tout de suite avec le style du camion. Fait qu'à l'avant, je vais vous le dire, là, à mon avis, à moi, aujourd'hui, je vais être un petit peu difficile avec l'expédition parce que c'est un modèle que j'attendais. Être franc avec vous, c'est un modèle qui m'intéresse beaucoup. Grand fan de VUS, j'ai eu beaucoup de grands VUS. Mon père, beaucoup de gens dans ma famille, on est des grands fans de VUS de grande taille. Mon père a eu Expedition Max, plusieurs Navigator. Nous, on a eu un Yukon. Là, c'était un camion qui m'intéressait beaucoup. En fait, parce que j'étais beaucoup intéressé à revenir chez Ford puis avoir un VUS de grande taille. J'aime beaucoup les produits chez GM, mais j'ai eu des difficultés avec le service, puis j'ai eu des bris, puis tout ça. Fait que je m'ai dit, mon prochain, je pourrais peut-être considérer une expédition. Je trouve ça intéressant. Surtout s'ils ont une nouvelle version en route que, justement, pour cette génération-là, ils font le nouveau Tremor, qu'on va aller en profondeur découvrir ça. Mais par contre, regardez, comment je pourrais vous dire, tout ce que je vois vite fait avec mon œil à moi, c'est un Navigator qui a été déshabillé, déséquipé. Vous allez me dire, c'est toujours le cas, mais vous allez voir que c'est vraiment le cas aujourd'hui. Vous allez me dire, chez GM, il y a un Tahoe, un Yukon, puis un Escalade, c'est la même chose. Mais on se sent pas vraiment exactement dans le même camion. Ils ont chacun leur identité, puis ils ont chacun des différences. Surtout quand on les compare à l'Escalade. Là, on voit que le devant, c'est similaire vraiment au Navigator, mais avec une approche un petit peu plus, je pourrais dire Ford, un petit peu plus, je pourrais dire camion, mais on s'éloigne quand même du F-150. Puis c'est quelque chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce camion-là, on dirait que cette nouvelle génération-là est faite pour plaire à une nouvelle génération de mamans. Même là, j'ai vu, il y en a qui disent que c'est un camion qui plaît aux mamans de TikTok. Mais en fait, moi, je trouve qu'il s'éloigne de plus en plus d'une formule qui est simple et gagnante, à mon avis, qui est vraiment un F-150 version VUS. Puis c'est de moins en moins ça qu'on retrouve. Pour certaines personnes, ça peut être positif. Pour d'autres, ça peut être plus négatif. Fait qu'on voit un design plus arrondi qui va plaire plus aux dames, selon moi. Puis c'est bien aller chercher une clientèle féminine. Puis de plus en plus, les femmes prennent des décisions dans les couples pour savoir quel véhicule ils vont acheter. Mais ça a toujours été des véhicules avec une attitude masculine. Puis je pense que cette attitude masculine-là, le style, plaisait beaucoup aux femmes. Puis s'ils viennent efféminer, arrondir un peu trop le véhicule, il va perdre peut-être un peu son charme qu'il a, qu'on retrouve, mettons, chez Range Rover ou chez Hummer ou chez, encore une fois, chez Mercedes avec le G-Wagon, qui sont plus carrés, plus masculins, plus agressifs.
Alors, un devant pas mal arrondi en avant. C'est pas laid, je pourrais dire, comme design à l'avant. Le côté reste similaire comme avant. À l'arrière, on a quelque chose d'unique. On remarque, il y a un 2 tons. Je suis pas fan du 2 tons, je vais être franc avec vous, là. Mais ça, c'est pour vraiment montrer qu'il y a une nouvelle porte à l'arrière, un nouvel haillon qui se sépare en 2 segments, un peu comme un Range Rover, un Land Rover, qui vient faire une tailgate. Ça, on va en parler. Mais on parle du design, fait que là, on baisse ça d'une autre couleur pour montrer que la porte s'ouvre d'une autre façon. Il y a plusieurs... Là, le modèle que je vous montre, c'est le modèle Stealth. Absolument, le modèle Stealth est plus beau que ça, mais ça, c'est sûr et certain que je pourrais dire le modèle Stealth, c'est celui qui a la grille noire, puis celui il y a les mags noirs, là, ils sont comme charcoal. C'est un modèle que c'est sûr et certain qui va mieux paraître si on le met noir parce que c'est un package noir. Fait que c'est un Stealth Platinum. On voit la lumière à l'avant maintenant, elle allume carrément alentour, mais elle continue dans le bas de la grille. Puis on a les logos noirs pour le modèle Stealth, on a les lettres en avant avec Expédition. Ça, je vais juste faire une parenthèse comme ça là, aujourd'hui. Puis je veux préciser, là, je sors cette vidéo-là un petit peu après les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont sorti, surtout en anglais. Mais en français, on n'est pas tellement de gens à en parler. Je vous donne mon opinion. Si vous voulez voir une espèce de walk-around ou une espèce de narration faite par un employé Ford, juste vous dire les gadgets, vous êtes à la mauvaise place. Aujourd'hui, moi, je vous donne toutes les spécifications, mais je vous donne mon avis en même temps. En avant, là, quand il est marqué Expédition, là, ici, là, moi, j'enlèverais ça. De un, là, quand on lave le véhicule, là, quand on le polie, puis tout ça, les lettres à l'avant, puis à pogner les bébites, on le sait que c'est une expédition, t'as pas besoin de mettre les lettres. Moi, j'enlèverais les lettres de ça. C'est pas nécessaire. Ça, c'est mon avis personnel, là. Fait que ça, c'est le Stealth. Je vais vous montrer le modèle Platinum, juste ici. Okay, le modèle Platinum, c'est le modèle le plus équipé pour l'expédition. Hein. Fait qu'un modèle Expédition Platinum va venir compétitionner contre un Tahoe High Country ou le Yukon Denali. Encore une fois, regardez, là, en avant, on a gardé quand même une grille qui est quand même plus noire. Ça, c'est bien. On ne met pas trop de chrome. Je m'aurais attendu à beaucoup de chrome du côté d'un modèle Platinum. On voit qu'il roule vraiment sur des plus grosses roues. Là, on suit la tendance qu'on retrouve chez GM, ces choses-là, de grossir les roues. Puis, on voit, il y a un beau 2 tons dans les roues. Il y a quand même un bon dans le pare-choc à l'avant, on a une espèce de skid plate, là, presque hors route. Pour un modèle de luxe, ça, c'est quand même surprenant qu'ils ont eu une approche un peu comme ça. Ça reste à voir si c'est en métal ou en plastique, là, le fameux genre de skid plate à l'avant. Je sais que l'autre modèle, le Tremor, lui, a vraiment une vraie skid plate. Je trouve que les roues sont belles. Ils ont des 2 tons, encore une fois. La tailgate à l'arrière, qui est toujours 2 tons aussi, là. Je ne sais pas si ça, c'est vraiment nécessaire. On dirait que c'est un morceau qui a été repeinturé par après. À l'intérieur, regardez, on y va vite fait avec le Platinum. À l'intérieur, c'est sûr certain, on a des beaux sièges, comme on avait auparavant. Là, on a des sièges presque blancs. Bon, on parle tout de suite de l'intérieur. Bon. Je trouve qu'il a perdu vraiment l'essence pick-up à l'intérieur. C'est là qu'on le voit surtout. On n'a pas les boutons d'un F-150. On n'a pas le volant d'un F-150. Puis, pour plusieurs personnes, ça peut être un plus. Mais à mon avis, à moi, regardez, je trouve que le volant est très, très laid. J'aime vraiment pas les volants comme ça que on dirait qu'on a un gros truc. Pour vous donner, ceux qui m'écoutent en audio, là, le volant était un peu aplati en haut et en bas. On a enlevé beaucoup de trucs dans le volant pour donner une meilleure vision dans les écrans. Puis on a les fameux 2 boutons, pareil comme chez Lincoln. Moi, j'aurais préféré que ça, ils gardent ça chez Lincoln, puis qu'ils ne mettent pas chez Ford. Des fois, regardez, vous allez me dire, c'est cool, là, on l'a chez Ford pour moins cher. Je trouve que là, ils ont construit un Navigator, puis ils l'ont vraiment déshabillé en Ford. Puis souvent, qu'est-ce que ça fait quand ils font ça? Ça fait un produit qui va être trop cher.
pour rien. Le meilleur exemple qu'il n'y a pas, chez GM, on dirait qu'il avait fait le Cadillac XT5 avant de faire le Chevrolet Blazer. Fait que le Blazer c'est un bon produit, il a l'air premium, tout ça, mais il est trop cher puis il se vend pas parce qu'il est trop cher, justement, parce qu'on dirait que c'est presque un XT5. J'espère que ce ne sera pas le cas pour l'expédition. On a mis ce nouveau volant-là avec les... Moi, je préférerais un style F-150, même si c'est moins fancy, même peut-être ça attirerait peut-être une clientèle moins fancy en Californie, tout ça. Les 2 boutons comme ça, j'ai vraiment pas aimé ça. On peut s'habituer, tout ça, mais ça me rappelle beaucoup mon essai routier avec le Lincoln Nautilus. Je vois des gros sensors devant nous, là. Ça, c'est encore une fois, c'est des trucs de Blue Cruise, tout ça. C'est des trucs dans le Nautilus qui venaient tout le temps de donner des alertes aux 2 minutes, qui étaient vraiment achalants à conduire. J'espère que c'est pas le cas dans l'expédition, mais à regarder comment que c'est fait, ça a l'air de s'en aller vers ça. On a les fameuses 2 écrans comme chez Lincoln. On en a une pour contrôler tous nos trucs, puis on en a une grosse devant nous, d'une autre dimension. Mais par contre, on a vraiment le même setup que chez Lincoln. Puis, quand je vous ai montré les vidéos spy, ces choses-là, les photos spy, il n'y avait pas cet écran-là. Peut-être que le modèle, c'était parce que c'est un modèle de pré-production ou vraiment un prototype. C'est pour ça qu'il n'y avait pas l'écran. Peut-être que cet écran-là est optionnel aussi. Dans les modèles de base, peut-être qu'il n'est pas là. Mais la grosse affaire qu'il y a, qui m'achale vraiment dans ce design-là, c'est vraiment tout ce qu'ils mettent l'écran. Il y a vraiment une grosse plateforme ronde qui est faite pour prendre l'écran du Lincoln qui va de bord en bord puis qui est arrondi. Là, c'est comme si on aurait pris l'écran qui est arrondi puis on l'enlève, puis on met un plus petit écran. C'est pareil comme ceux qui m'écoutent en audio, c'est pareil comme si on aurait un gros rack là, fait pour une grosse télé puis on aurait mis une petite télé à place. Je trouve ça vraiment pas beau. Puis ça, c'est des choses qu'on retrouve pas chez GM. C'est pas parce que chez GM, on a mis une grosse écran dans l'escalade qu'il y a une espèce de rack béant ou une espèce de truc dans le dash qui a comme pas rapport dans le Tahoe ou dans le Yukon. Là, c'est beau le volant qui vient nous aider à voir les écrans, mais on vient comme obstruer une partie de la vision, de la vitre à l'avant, du windshield, pour rien. Puis c'est juste parce que on l'a déshabillé parce que c'est basé sur Lincoln Navigator. Regarde, je sais que j'y vais en détail, là, mais c'est des choses qui m'achalent vraiment. Fait que, on a enlevé beaucoup de boutons. C'est style Lincoln ici. Alors, il y a une roulette pour changer les vitesses ici. On part le véhicule juste ici. On a essayé d'épurer ça, mais c'est pas la fin du monde, je pourrais dire, de ce côté-là. On continue. Je sais qu'ils ont changé des choses aussi dans la console centrale. Maintenant, on peut reculer la console. Puis on a un espace pour mettre une sacoche, ces choses-là. Ça, c'est littéralement copié du livre de jeu, du playbook de chez GM, là, à mon avis, à moi. On a toujours gardé l'espèce de chargeur sans fil au centre, en angle, là, moi, je déteste ça. J'ai ça quand c'est placé. J'ai de la misère à rentrer ma main là. Ça, il aurait pu l'améliorer, mais ils l'ont gardé. Là, on voit encore plus le volant avec les boutons multifonctions. Les gens qui étaient habitués avec des boutons simples sur le volant, attachez votre truc. Vous allez avoir une bonne partie de temps. Je trouve qu'ils l'ont compliqué pour rien. Je trouve que, tu sais, pour un Lincoln, OK. On le voit encore ici, là, l'espace tout perdu, le béant ici dans le dash. Qu'est-ce que je disais, c'est que oui, il y a des technologies, c'est acceptable pour un Lincoln, ces choses-là, puis on repousse la technologie, mais je pense que chez Ford, on devrait garder la simplicité. Laisser ça simple, laisser ça rough, laisser ça camion. C'est pas ça qu'on retrouve, là, littéralement. Là. C'est vraiment, c'est vraiment un navigateur débadgé. On continue à l'intérieur, regardez. C'est ça. Okay, on l'a beaucoup épuré. On a toujours des toits panoramiques. On a l'espace, regardez, jusqu'à 8 personnes dans ce modèle-là que je vous montre. Les sièges sont quand même beaucoup de détails aussi, autant en avant qu'à l'arrière, avec des signes platinum.
Maintenant, on a des lumières qui éclairent tout alentour du véhicule quand c'est la nuit. Là, on peut voir que le Google est intégré dans la petite écran. Ça, au moins, je trouve que on dirait qu'ils ont de la misère à innover dans ce secteur-là. Puis il y aurait tellement de choses à faire, mais ils le font pas. Là, mais en tout cas. Ici, on fait un passage qui n'existait pas auparavant. Fait que si vous avez des skis, ces choses-là, ou une longue valise, là, maintenant, on peut passer littéralement comme des planches, ou mettons des skis. Au milieu, les sièges du milieu se baissent. Fait que c'est pas une espèce de 40-60. C'est vraiment 2 sièges, puis la rangée du milieu, elle se baisse tout au complet. Fait que là, tu peux être assis encore, mettons, 6, puis rentrer des skis. Ça, je trouve ça intelligent. Ça, je trouve que c'est une des meilleures améliorations qu'il n'y a pas pour cette génération d'expédition-là. Là, on voit la fameuse tailgate à l'arrière. Fait que là, ça s'ouvre plus juste en un panneau, ça se sépare en 2 panneaux. Fait qu'on a vraiment comme une espèce de tailgate comme sur un pick-up, le reste s'ouvre. On retrouve ça, c'est Range Rover, les BMW X5, ces choses-là. On peut mettre jusqu'à 500 livres sur la tailgate. Là, il focus vraiment là-dessus. Ça, c'est pratique pour faire des commissions. Ça retient vraiment tous les trucs, comme on le voit ici, là, sans que, quand on ouvre notre haillon, tout tombe à terre. Ça a un bon côté pratique. Il pousse vraiment le truc que tu es en camping, que tu fais du tailgate, que tu t'assis dans ton camion, puis tout ça. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres désavantages aussi. C'est sûr et certain que quand on a une petite tailgate comme ça, c'est plus dur d'avoir accès plus loin dans notre camion. Ça, il faut penser à ça. Puis là, on le voit. Là, ils sont assis. Regarde, là, eux autres, là, ils sont pas bien grosses. Fait qu'ils existent. Ils pèsent pas plus que 500 livres. Là. Mais, mettons, deux Joule Torque sur la tailgate, peut-être cacao. Faudrait la tester. Fait que là, il y a une petite table qui vient. Là, la madame est en train de faire toute une préparation de brochette là, grâce à sa petite table. T'sais, ils n'ont pas réinventé la roue en faisant ça, mais c'est des gadgets que le monde aime. Là. Mais c'est des affaires qui vont venir sûrement juste avec les modèles qui sont super équipés. On vient à la console en dedans, fait que là, elle recule comme ça. On peut mettre ça là. Ça va super bien. C'est une idée qui est reprise de chez GM. On peut cacher une sacoche ou on peut mettre notre sac de McDo là. Ça va super bien. GM ont été les premiers à faire ça, mais c'est tellement intelligent comme truc que c'est un plus. Puis quand on recule la console en avant, les gens à l'arrière, ils viennent qui ont leur pot de gobelet plus proche d'eux autres. Fait que c'est bien. Un autre truc qu'on ne voit pas dans la petite vidéo, c'est qu'à l'arrière, ils ont mis dans les têtes des sièges, ils ont mis des racks pour mettre justement un téléphone ou des iPads, ces choses-là. Fait qu'au lieu de mettre des écrans qui coûtent 5 000 $ que la moitié du monde ne sont pas capables d'utiliser, là, ils ont mis ça. Puis je trouve que c'est intelligent, puis ça c'est une bonne idée à mon avis, à moi. On va passer au Tremor, côté look. Le Tremor, Tremor version all-route, vient avec des 33 pouces, des pneus all-terrain. On change le pare-choc à l'avant, on a plus d'espace, là, vraiment pour faire du all-route, plus de dégagement, du skid plate. On a des touches oranges tout alentour du véhicule, autant dans les roues que dans la grille à l'avant. Là, on le voit remorquer. Là, c'est le fun qu'ils font ça. Je trouve qu'en général, le Tremor est mieux réussi que les versions AT4 qu'on trouve du Yukon ou même les versions Z71 un peu. Je trouve que lui, est un petit peu mieux réussi, mais il faut aimer les petites touches oranges. Là. Ça fait un petit peu gimmick, j'appelle ça wilderness, là, comme chez Subaru. Là, mais bon, c'est quand même, je trouve qu'il est beau. Puis tu sais, ça aurait été vraiment le modèle qui m'intéressait parce que justement, moi, j'avais mis des pneus en route sur le Yukon Denali pour lui donner un style en route. Fait que, est-ce que c'est moi qui ai lancé la mode de VUS équipé en route? Je dis pas que c'est moi qui ai lancé la mode, mais j'en fais partie de ceux qui ont lancé ça. Ça, c'est ça et certain. Dans cette nouvelle génération de VUS-là.
regardez, encore là, on voit que le 2 tons est mieux intégré là, dans le Tremor parce qu'il y a plusieurs touches noires, tout ça. Mais je trouve que pour les Platinum, ces affaires-là, le 2 tons de la tailgate à l'arrière, c'est pas nécessaire. Là. On voit l'avant skid plate, là, style un peu Raptor. Même chose pour les marchepieds, des marchepieds qui sont plus résistants, comme qu'on retrouve un peu sur le Raptor. Fait que ça fait une belle édition. En dedans, c'est sûr, certain, beaucoup de touches orange, là, Tremor. Tu sais, la seule affaire que je critique toujours de ces modèles-là, c'est des beaux modèles, mais c'est juste que le prix est tellement cher qu'à un moment donné, veux-tu vraiment avoir des petites touches oranges de même plus sport quand tu es rendu à payer ton véhicule au-dessus de 100 000 $? Là, je spécule aujourd'hui, là, j'ai pas les prix pour ces modèles-là, puis on n'a pas les prix encore pour les GM, ces choses-là, ni le Navigator, mais on peut s'attendre que ça va coûter vraiment cher. De ce côté-là, c'est ça pour le Tremor. On passe maintenant à tous les petits détails en profondeur. On a gardé le Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Fait que ça, c'est bien. Au moins, chez Ford, on l'a enlevé comme chez GM de plus en plus. Comme je vous dis, la version Tremor, on a des pneus de 33 pouces. On a aussi des différentiels qu'on peut bloquer avec différents modes hors route qui sont disponibles. Regardez, je pense que c'est un modèle qui est quand même bien réussi. Il y a beaucoup de gadgets, mais je trouve qu'on joue vraiment l'approche un petit peu trop proche de Lincoln. Je pense que mettre tous ces gadgets-là dans ce véhicule-là va remonter encore plus le prix. Puis c'est des véhicules encore là qui étaient quasiment plus achetables dans les dernières années, surtout depuis qu'ils ont augmenté de 20-30 000 dans les dernières années. C'est une approche que je sais que c'est des véhicules qui sont extrêmement payants pour les manufacturiers, même les concessionnaires, ces choses-là. Mais je trouve que, à mon avis, ils ont trop une approche de style technologie, Lincoln, tout ça. Mon avis à moi, puis peut-être que ça fait pas de sens pour vous qui regardez, peut-être que ça fait pas de sens pour Ford, ou ce qui construit le véhicule, à l'usine, tout ça. Mais je vous lance mon avis à moi. Pourquoi j'étais un petit peu déçu, puis qu'est-ce que moi je ferais si je serais chez Ford. Je sais peut-être que ça ne marcherait pas à l'usine, puis il y a des histoires de coûts, ces choses-là, mais j'aurais joué la carte un peu plus abordable. GM sont très forts dans ce secteur-là. Ils ont remonté la technologie sur ces choses-là, mais ils n'ont pas joué un peu le jeu qu'ils font un peu chez Ford Lincoln, faire un Lincoln débadgé, déséquipé, à mon avis, moi, déshabillé. Moi, j'aurais continué de faire des VUS qui serait une version du F-150. Vraiment un F-150 VUS. Fait qu'on garde vraiment le style d'un F-150, l'intérieur d'un F-150, puis j'ai regardé tout le côté pratique de ça, puis réduire les coûts de ce côté-là, puis pas gonfler, puis peut-être offrir un modèle plus abordable, puis offrir toutes les options de moteur qu'on retrouve dans le F-150. Faire une version avec un 2.7 litres EcoBoost qui serait faite pour vraiment l'économie d'essence. Une version avec le V8 5 litres que peut-être qu'il y a une certaine clientèle qui aurait préféré. Une autre version avec le EcoBoost. Je vais venir aux détails du EcoBoost. Mais là, pour l'instant, dans l'expédition, comme auparavant, on a juste le moteur EcoBoost disponible. C'est un bon moteur, il fait la job, il n'est pas très gourmand, mais il pourrait faire encore mieux. Puis il pourrait faire des modèles qui seraient plus abordables. Faire des espèces d'expéditions value package pour attirer justement peut-être une clientèle qui ont des grosses familles, mais n'ont pas le budget de mettre 100 000 $ dans un VUS, mais ils veulent les capacités de remorquage, ils veulent le 4x4, ils veulent la possibilité d'être assis jusqu'à 8 personnes. Parce qu'on se dit, chez Ford, il n'y a plus de flex, il n'y a plus de minivan, il n'y a plus vraiment des vrais 7, 8 passagers. Même si on peut le faire dans l'Explorer, ça n'est pas un vrai de vrai. Fait que pour moi, ça aurait fait du sens de faire des choses comme ça. Une approche pareille comme la F-150, mais version je voudrais dire VUS. Je sais que c'est pas le glamour. Il aurait peut-être moins chargé le gros prix. Peut-être qu'une clientèle féminine aimerait moins ça. Mais je pense que
là, en rendant ça high-tech comme ça, peut-être qu'il y a une partie de la clientèle qui vont être perdus là-dedans puis qui vont faire comme... Moi, ça me prend le côté camion, la simplicité, pas juste des écrans puis des boutons multifonctions comme ça. Juste le Build for Tough là, qu'on retrouve dans F-150 normal, que là, l'expédition, lui, il l'a perdu, à mon avis, à moi. Bon, j'ai fini de dire mon broyage là, de pourquoi je l'aime pas, là, mais c'est mon avis. Regardez, là, ils se disent 24 pouces de l'écran devant nous. On peut avoir un Wi-Fi, ces choses-là. Là, je vous montre le rack qu'on peut mettre littéralement un iPad. Ça, je trouve ça intelligent. Ça coûte rien faire ça. Puis on ne vient pas loader les écrans. On va se le dire, la part des gens, même mes parents, même tout le monde que je connais, que ce soit chez GM ou chez Ford, les écrans, souvent, étaient difficiles à utiliser. Ça prenait des cartes mémoire spéciales, des clés USB ou une connexion Internet. Je trouve que c'était tout le temps une gimmick. C'était une option qui coûtait très cher puis ça finissait que les gens s'en servaient pas à moitié. Ça, j'ai vu ça souvent dans le passé. Bon, côté motorisation, on a toujours le V6 3.5 litres EcoBoost de 400 chevaux vapeur et 480 livres-pieds de couple qui vient de base avec les packages Active, King Ranch et Platinum. Puis aussi, il est standard le moteur High Output de 440 chevaux et 510 livres-pieds de couple pour le modèle Tremor. Puis aussi, il est disponible pour le Platinum. Encore une fois, là, regardez, le Tremor vient remplacer le Timberline. C'est quelque chose dans le passé que j'ai dit. Le Timberline, c'était un mauvais package. Ils l'ont mal fait. Il aurait dû utiliser le Tremor au lieu du Timberline. Est-ce que c'était un avis que tout le monde partageait? J'ai jamais entendu quelqu'un d'autre, à part moi, dire ça. Sûrement d'autres personnes étaient d'accord avec moi, mais on voit que c'est une modification que je disais de faire, puis c'est arrivé. Et là, je m'en fous pas la tête à penser que Ford écoute le Torque Podcast, puis ils disent « Ah, bonne idée, on va faire ça dans nos notes. » Je fais juste des 1+1 avec la logique que cette formule-là, selon moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Des fois, regarde, je vais être franc avec vous, des fois, je peux me tromper. Là. C'est aussi simple que ça. Là, mais le fait que j'ai passé plus de 10 ans sur le plancher à parler avec des clients de chez Ford, des feedbacks qui viennent autant de la Californie, de la Floride, de Vancouver, de Montréal, de New York, de Détroit, de Chicago, à un moment donné, ça vient j'ai une certaine logique, je pourrais dire, des clients en général. C'est sûr et certain, regardez, moi, je suis déconnecté de la nouvelle génération de gens qui sont plus urbains ou en Californie ou qui ont des pensées un petit peu plus, je pourrais dire, woke. Là. Ça, c'est sûr et certain, cette clientèle-là, j'ai un petit peu plus de misère à comprendre. Mais la clientèle F-150 de truck puis d'expédition en général, c'est une clientèle que je connais quand même bien. Fait que... regardez, je parle de ce véhicule-là, puis c'est sûr et certain que je suis un petit peu plus comme, pas émotif ou je suis peut-être plus impliqué parce que c'est un modèle que j'attendais, qui m'intéressait. Tu sais, c'est sûr et certain que le modèle Tremor, ces choses-là, mon avis à moi aujourd'hui, je suis déçu parce qu'ils ont pacté trop d'affaires dedans. Ça sera des camions qui vont coûter trop cher. Le Tremor, il vient avec le high output, il vient avec les différentiels qui se bloquent, les 33 pouces. Il va coûter 120 000. C'est ça. Il va coûter le même prix qu'il a payé le TRX, puis je trouvais que le TRX, c'était beaucoup trop cher. C'est juste que là, il s'attaque vraiment à un marché de personnes qui sont très fortunées. C'est déjà là que ça l'était, un produit. On ne se le cachera pas, en expédition. C'était pas des gens qui étaient pauvres. Là, mais là, on a monté d'une coche encore plus. Puis chez Lincoln, je pense qu'on a essayé de remonter encore plus d'une autre coche. Puis je trouve qu'ils visent trop haut, à mon avis, à moi. Peut-être qu'ils disent qu'ils vont avoir une plus grosse marge de profit. C'est pas grave si ils vendent moins d'unités. Mon approche à moi, mon idée d'un 950 VUS, peut-être c'est une question, c'est un modèle qui aurait plus de volume, mais peut-être une moins grosse marge de profit.
Mais je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans la même situation que moi, j'ai une grande famille, mais je veux pas une minivan, je veux un VUS, mais je veux pas peut-être investir 100 000, 120 000, 140 000 dans un véhicule. Puis je vous rappelle qu'ici, au Canada, on a des fameuses taxes de luxe au-dessus de 100 000 qui viennent encore plus nous saigner, des plaques qui sont encore plus chères, puis tout s'accumule de ce côté-là. Ça aurait été le fun qu'il fasse un modèle peut-être plus abordable. Puis tu sais, quand je vois le Tremor, je le trouve très beau, mais c'est juste que il y a une différence entre acheter un Subaru Wilderness, il y a des petits détails de couleur. On le paye 55 000, peut-être 60, gros max. Puis il y a un camion qu'on va payer 100 000, 120 000, je ne sais pas combien il va coûter. Avec le high output, avec tout l'équipement qu'il y a dedans, il va coûter très cher. Fait que tu sais, c'est juste que on est rendu avec des camions qui ont l'air comme... Je dis pas qu'il est laid, mais c'est juste que là, pas longtemps, vous allez dire, t'arrêtes pas de vivre dans le passé, mais ça fait pas longtemps, là, ça fait 2-3 ans de ça. Là. À 120 000 avant, on pouvait s'acheter un Escalade là, ou un Navigator. Là. Puis t'es bien équipé. Là. T'es pas tout nu. Là, maintenant, c'est comme on est rendu avec un modèle hors route de Yukon ou d'expédition. Moi, je pense que il s'attarde trop vraiment au SUV mom, là, populaire sur les réseaux sociaux. Là, ils ont ça comme focus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'équipe, qui sont une espèce d'approche peut-être urbain, puis ils ont peinturé une clientèle d'une certaine manière, là, puis ils oublient un peu le core de leur marché. Les gens qui achètent ça, il y a des compagnies, il y a des gens qui sont sur la route. Il y a des flottes, ces choses-là. On dirait que ça a été mis de côté. Puis, selon moi, regardez, l'intérieur, là, tout ce qui est technologique, le volant, l'écran, tout ça, c'est inutile. À mon avis, à moi, c'est pas nécessaire dans ce véhicule-là, puis ça fait juste remonter le prix. Puis, c'est trop une sauce Lincoln, à mon avis, à moi. Puis, moi, à chaque fois que je vois le dash, je suis désolé, je vois juste un Lincoln Navigator qui a été déshabillé. Fait que c'est mon avis à moi. Fait que dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ma formule, ça serait quelque chose qui vous intéresse? Ou Jules, faut que tu acceptes le futur, puis l'évolution, puis la technologie, puis on aime ça, avoir la petite touche Lincoln dans les expéditions, puis c'est intéressant, puis moi j'en ai des 120 000 $ à dépenser dans les expéditions du jour au lendemain. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.